découvrir toute image de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Le lancement de l'opération Je navigue, je trie sous l'égide de l'accord Ramoge. L'été danse de création de Jeroen Verbruggen et Vladimir Varnava sont proposés jusqu'à dimanche. Avant la semaine prochaine, Roméo et Juliette Salgarnier. Nous vous emmènerons dans les coulisses des préparatifs de la prochaine grande exposition du nouveau musée national de Monaco. Nous avons rencontré l'artiste Nick Moss. Nous vous dévoilerons dans ce journal les grandes lignes du rallye Monte-Carlo 2017. Et puis après cette édition, le numéro de juillet du magazine de l'automobile Asphalte, coup de projecteur sur la Peugeot 2008. Cette année, l'accord Ramoge célèbre ses 40 ans. Des festivités officielles étaient organisées il y a quelques semaines en principauté et tout au long de l'été, l'accord Ramoge prend part à l'initiative de l'association française Vacances Propres, initiative baptisée Je navigue, je trie. Le port de Fontvieille a été équipé d'un nouveau dispositif permettant la collecte des déchets des plaisanciers. Reportage de Léa Bellante et Serge Prémont. Notre message, c'est rien par-dessus bord, tous nos déchets au port. Cet été, le port de Fontvieille se met au vert. L'accord Ramoge, qui œuvre pour la préservation du monde marin à Monaco, en France et en Italie, s'associe à l'opération Je navigue, je trie. Une campagne créée il y a 6 ans par l'association française Vacances Propres. Objectif, inciter les plaisanciers à adopter le bon comportement en mer, grâce à un dispositif de collecte traduit en 3 langues. On met à leur disposition pour cela un distributeur de sacs poubelles en libre service. Et pour les déchets recyclables, on leur donne, les capitaineries leur remettent un sac de tri, un sac avec des rayures jaunes, pour leurs déchets recyclables, c'est-à-dire bouteilles, flacons, canettes, etc. Le port de Fontvieille et 6 nouveaux ports italiens de la région de Ligurie s'associent aux 34 gares maritimes françaises participantes à l'opération. Au total, ce sont 41 ports qui sont concernés cet été. Rappelons que chaque année, au moins 20 000 tonnes de déchets sont déversées dans les océans. Quand vous êtes allé à la capitainerie, j'imagine qu'on vous a donné un sac de tri, c'est le sac jaune. L'année prochaine, l'accord Ramoge et l'association Vacances Propres envisagent de déployer ce dispositif de collecte. Une opération bien accueillie par le personnel portuaire. C'est une très bonne initiative, en plus qui rentre complètement dans notre politique de gestion environnementale portuaire, pour laquelle déjà depuis 2011 nous sommes certifiés par Port Propre. C'est un label délivré par l'AFNOR et c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place l'année prochaine au Port Hercule avec tous nos partenaires. L'année dernière, l'association Vacances Propres, en coopération avec le ministère de l'écologie, a sensibilisé plus de 111 000 plaisanciers au recyclage de leurs déchets. L'été danse jusqu'à la fin du mois de juillet. Les amateurs de danse vont être comblés. Ils vont pouvoir tout d'abord, dans un premier temps, découvrir 2 créations de Jeroen Verbruggen et Vladimir Varnava. Puis la semaine prochaine, le classique de Jean-Christophe Maillot, Roméo et Juliette. Le tout à la salle Garnier. Orazio Gaggino, Éric Elkoubi et José Sacré ont assisté à la générale des 2 premiers ballets, L'Enfant et les sortilèges et Le baiser de la fée. 2 créations sont au programme des ballets de Monte-Carlo dans le cadre de l'été danse du 21 au 24 juillet à la salle Garnier. L'une d'un jeune chorégraphe russe, Vladimir Varnava, Le baiser de la fée. L'autre, L'Enfant et les sortilèges, de Jeroen Verbruggen. L'Enfant et les sortilèges est un opéra-ballet livré de Colette, musique de Ravel, créé à Monaco à l'Opéra de Monte-Carlo en 1925. Plusieurs chorégraphes en ont donné leur propre vision, parmi eux Jean-Christophe Maillot. Alors L'Enfant et les sortilèges, c'était aussi un clin d'œil que je voulais faire à Jeroen et un peu à mon histoire ici, puisqu'effectivement c'est lorsque je crée L'Enfant et les sortilèges en 1992 à Monte-Carlo, à l'invitation de Jean-Yves Esquer, que la princesse de Hanovre m'a proposé de prendre la direction des ballets de Monte-Carlo. Donc c'est une œuvre et c'est une date qui résonne de manière très très forte dans ma mémoire. Et comme Jeroen est ce jeune chorégraphe que j'aime à penser talentueux et en train de se révéler, je trouvais sympa de lui passer le témoin, de lui demander de repenser un peu cette œuvre qui a effectivement été créée à Monte-Carlo. Et donc c'est une relecture tout à fait différente, avec les yeux d'un jeune de 30 ans qui a sans aucun doute une relation à l'histoire tout à fait différente de la mienne et de beaucoup de gens de ma génération. J'ai étudié l'histoire, elle est très simple.
Il y avait aussi le côté que j'avais très bien compris pourquoi Jean-Christophe me demande ça, parce que je traite aussi la jeunesse d'une certaine façon toujours. Comme lui me l'a dit une fois, c'est les jeunes, je vais les traiter comme des héros et les adultes, souvent, je vais les ridiculiser. Donc ça m'a tout de suite aussi un peu ouvert les yeux sur quelque chose plutôt psychologique. Et je suis allé en fait plutôt genre cet enfant qui détruit une maison entière et que les meubles qui se révoltent contre lui. En fait, je l'ai twisté d'une façon plus psychologique, comme si la maison est l'enfant. Donc c'est plutôt un enfant à l'intérieur de lui qui se blesse à lui en fait. Donc je l'ai traité un peu de cette façon et aussi je pense la relation avec la mère. Elle est magnifique la musique, mais c'est vrai, je l'ai écoutée, je peux le chanter par cœur, tous les chanteurs. Non, c'est très important, elle m'a beaucoup nourri aussi, mais c'était aussi, j'apprends aussi avec le tas comment raconter une histoire. Et c'est pas évident, surtout quand on twiste une histoire. Qu'est-ce qu'un public retient de ça? Moi qui travaille toujours sur 2 degrés, genre je donne ce qui est évident et après en dessous il y a ce que je veux twister. Donc ça a été un énorme grand travail. Mais j'adore ça aussi. Vladimir Varnava est un jeune chorégraphe russe de moins de 30 ans, déjà récompensé par 2 masques d'or pour son travail en Russie. Sa version du Baiser de la Fée, présentée à Monaco, est une création, sa première création, hors de son pays, la Russie. Ce qui était la base de mon travail, c'est que je voulais faire un pont entre l'œuvre originale et quelque chose que je vais créer. Et l'axe de ma création était effectivement la musique de Stravinsky, à qui est dédiée cette œuvre, qui lui, à son temps, a créé selon les motifs musicaux de Tchaïkovski. Donc c'est comme un reflet aujourd'hui de quelque chose qui a été fait déjà à l'époque. Pour ce faire, je me suis adressée à mon ami compositeur de Saint-Pétersbourg, Alexander Karpov, qui a donc lui composé la musique. Et nous avons donc aujourd'hui une œuvre qui a traversé 3 générations, génération Tchaïkovski, génération Stravinsky et la génération d'aujourd'hui. Et сегодняшний compositeur Karpov. Vladimir, sur le Baiser de la Fée aussi, je lui avais demandé au départ de le faire sur la musique de Stravinsky, il a souhaité refaire une partition. C'est, je pense, aussi une génération qui ne reçoit pas la musique comme nous on la recevait, qui aime la retravailler, la repenser, peut-être, et c'est très bien comme ça, un peu moins respectueuse d'une forme de tradition, n'ayant pas peur de bouger un peu les limites, les barrières. Et puis, je pense que c'est un travail qui va sans aucun doute surprendre, mais qui va, je pense aussi, beaucoup parler à une génération de gens plus jeunes qui sont formatés d'une manière différente, qui conçoivent les choses d'une manière différente, et peut-être aussi secouer un peu l'idée préconçue qu'on a d'une forme plus académique de la danse.
Et puis donc la semaine prochaine, place au Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot du 28 au 30 juillet. Un autre événement artistique en préparation, il aura lieu le 26 septembre prochain. Le pianiste de Monaco, Nicolas Horvat, jouera à l'Auditorium Régnier 3 l'intégrale des Nocturnes de Chopin, un récital donné au profit de la Madarche. Nous l'écoutons, il répond aux questions de José Sacré. Rendez-vous est pris donc le 26 septembre prochain pour ce récital de Nicolas Horvat avec au programme l'intégrale des Nocturnes de Chopin à l'Auditorium Régnier 3. Nous vous proposons maintenant d'aller découvrir les coulisses de la préparation de la prochaine grande exposition du nouveau Musée national de Monaco. L'artiste Nick Moss travaille depuis plusieurs jours déjà sur cet événement. Alexandra Pani, Alexandra Paolini et Louis Borgia l'ont rencontré dans son atelier. La réalisation d'une exposition est un travail de longue haleine. Plusieurs mois de préparation, de collaboration et de réalisation sont nécessaires avant de pouvoir enfin ouvrir les portes au public. Dans cet atelier prêté pour l'occasion par la direction des affaires culturelles, l'artiste Nick Moss, entouré de 2 collaborateurs, peaufine la future scénographie de l'exposition Designing Dreams, a Celebration of Léon Bakst. Léon Bakst est connu pour ses décors et costumes conçus pour la compagnie des ballets russes à Paris, Londres et Monaco. Et c'est justement une partie de ses dessins qui l'a inspiré. Pour moi, le lien le plus fort entre tous ces matériaux que j'ai pu découvrir avec Célia Bernasconi, la commissaire de l'exposition, c'est ce style très graphique, tout à fait caractéristique du travail de Léon Bakst et de beaucoup d'autres artistes de cette époque. Une sorte d'écrasement des lignes sur le fond que l'on retrouve sur les dessins, mais aussi sur les textiles qu'il a réalisés après sa séparation avec Diaghilev, lorsqu'il commence alors à créer des tissus pour une compagnie à New York. Quand j'ai réalisé que l'on pouvait utiliser ces graphiques pour l'exposition, qui représente quand même une longue période de la vie de Léon Bakst, je me suis dit qu'ils avaient vraiment leur place dans la scénographie de cette exposition. En une dizaine de jours, ils ont pu fabriquer de manière artisanale ces tentures qui habilleront l'imposant escalier de la Villa Saubert. J'ai pensé à rattacher tout ce qui serait présenté durant cette exposition de la même manière que sont réalisés les costumes. Lorsque vous regardez les costumes qui se trouvent dans les réserves du musée, la plupart d'entre eux sont peints à la main ou fabriqués à l'aide de pochoirs. C'était donc un nouveau moyen pour moi de penser la scénographie de l'exposition. Aujourd'hui, beaucoup d'expositions dans les musées s'appuient sur des reproductions numériques ou utilisent des photographies. J'ai donc pensé que ce serait bien de tout réaliser à la main de la même manière dont l'ont été les costumes et les objets qui seront exposés. Donc concrètement, nous avons réalisé ces tentures avec des pochoirs pour chacun des dessins en fonction de chaque couleur impliquée. Certains dessins ont jusqu'à 8 couleurs, il faut donc 8 pochoirs. Vous devez d'abord pulvériser la première couleur, puis la seconde, et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours très excitant. La scénographie terminée sera à découvrir avec l'ensemble des costumes qui composeront cette nouvelle exposition à partir du 23 octobre à la Villa Saubert dans le quartier du Larvoto. Dans l'actualité en bref et en images.
Ce chiffre, 10 millions d'euros, c'est la somme totale récoltée par la maison Arcurial à l'occasion de ses ventes estivales à Monaco. C'est la 4e année consécutive que la maison Arcurial atteint ce chiffre. Cette session 2016 a été marquée par la présence d'une clientèle internationale. 34 nationalités ont participé, les acheteurs étrangers réalisant 73% du volume des ventes. Les sports, on connaît le parcours du rallye Monte-Carlo 2017. Il vient d'être dévoilé, un rallye qui nous réservera encore de nombreuses surprises. Mais Anthony Micou va nous détailler les temps forts attendus de cette édition 2017. De belles passes d'armes à l'horizon. Le 85e rallye automobile Monte-Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde 2017, sera la première sortie officielle des nouvelles voitures WRC. Et avec la réglementation technique imposée aux équipes, autant dire que les moteurs vont encore davantage vrombir sur les routes, on l'espère, enneigées de la région. Leur apparence va être considérablement revue, tout comme leur performance. La Volkswagen de Sébastien Ogier disposera de 380 chevaux contre 320 sur la précédente version. Une fois encore, le Français, vainqueur des 3 dernières éditions, sera particulièrement attendu. 10 des 16 épreuves spéciales se disputeront dans le département des Hautes-Alpes, cher aux Gapençais. Autre nouveauté, le tracé, modifié par l'Automobile Club de Monaco à plus de 85% en comparaison avec l'édition 2016. Le traditionnel départ sera donné sur la place du Casino de Monte-Carlo le jeudi 19. Les concurrents rejoindront dans la foulée les Alpes de Haute-Provence et notamment Entrevaux pour un premier chrono de nuit. Le vendredi 20, la deuxième journée de compétition marquera la plus longue étape du rallye avec 160 km programmés autour de Gap. Le samedi 21, 120 km attendront les équipages avant leur dernier passage par le parc d'assistance de Gap et leur retour en Principauté. Il faudra enfin, le dimanche 22, dompter le col de Turini pour la spéciale entre la Bolène, Vésubie et Peracava. L'autre spéciale de la journée, empruntée à 2 reprises par les pilotes, passera aussi par les Alpes-Maritimes entre Lucéram et le col Saint-Roch. Après une saison 2016 de transition consacrée à développer sa nouvelle auto, Citroën alignera des C3. Autre retour attendu, celui du constructeur historique Toyota après 17 années d'absence. En embuscade, Hyundai et Ford tenteront de tirer leur épingle du jeu. Vous le découvrez à l'écran, le tirage au sort de la Champions League de basket a eu lieu à Munich. On connaît le nom des adversaires de la Roca Team monégasque. Monaco est dans le groupe A et disputera son premier match le 20 octobre. Nous allons maintenant prendre connaissance des cartes météo pour les jours à venir. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Ce vendredi, soleil voilé, chaleur lourde, peu de vent, une apparition furtive de nuages orageux sans dégradation notable du temps. Samedi, davantage de soleil le matin que l'après-midi, persistance d'un temps lourd, vent faible, légère tendance orageuse provisoire, mais pas de changement important. Dimanche, beau temps modérément chaud, nuages plus discrets que les jours précédents. Lundi, enfin, temps ensoleillé, chaud, avec une légère brise de mer. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Dans un instant, à suivre sur Monaco Info, le numéro du mois de juillet du magazine de l'automobile Asphalt, présenté par Vanessa Dessy. Coup de projecteur sur la Peugeot 2008.